Nous sommes ici sur un terrain de 4x4, nous avons des conditions extrêmes et aujourd'hui nous allons essayer en exclusivité le Tipeee officiel du Dakar. Non, je déconne, on va essayer ça. C'est trop bien. Il a le volant, ça doit pas être pratique pour conduire. Bah écoute, là on est dans la voiture qui a gagné le Dakar. Hein. Là en fait tu as un écran avec beaucoup d'informations concernant la voiture. Là on a les pressions de pneus, mais on a aussi beaucoup d'informations concernant les températures de tout, du moteur, de la boîte de vitesse, du circuit de frein, du circuit hydraulique. Et il y a une douzaine ou une quinzaine de pages avec des informations différentes qu'on peut checker constamment pendant la spéciale. Donc ça c'est le travail de Jean-Paul, mon copilote. Là c'est en vert, c'est tout le système pour gonfler et dégonfler les roues du véhicule en roulant depuis l'intérieur de l'habitacle. Tout ce qui est en jaune c'est un speed limit, c'est-à-dire qu'on a pas mal de zones de village à traverser, on a des limiteurs de vitesse qui peuvent être présélectionnés. Et après là c'est différentes cartographies moteur, donc quand on fait des liaisons on est en cartographie avec pas beaucoup de puissance, après en spécial d'autres cartographies. Là un petit dashboard aussi avec quelques informations principales, et puis ici c'est tout ce qui est copilote, les informations kilométriques, de GPS au cas où il y en a un qui perd ses fonctions, qui tombe en panne, on n'est jamais perdu, donc ça nous permet de faire une navigation parfaite. Là juste levier de vitesse, boîte séquentielle mais manuelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas la boîte séquentielle avec les palettes, c'est une boîte séquentielle manuelle. Là il y a un frein main qui peut être bloqué, mais surtout quand on arrive dans une épingle un peu serrée, on tire un petit coup pour déclencher une dérive. Ventilation. Là il y a un répartiteur de freinage, c'est-à-dire si on veut plus de frein sur l'avant ou sur l'arrière, on peut changer depuis l'habitacle aussi. Et puis voilà, c'est assez simple en fait. Hein. Moi je me concentre uniquement sur ces boutons-là et Jean-Paul a tout le reste. Donc essuie-glace, lumière, feu de croisement, clignotant, rien n'est pratique. Hein. Sur une voiture, je te l'accorde, une voiture de série, tu as tout derrière le volant, c'est hyper pratique. Sur nos voitures de course, c'est un peu plus compliqué, mais on s'en sert pas beaucoup. Kilométrage, D'accord. dessin D'accord. et commentaires qui peuvent aller avec les dessins. Okay, c'est quoi la différence entre le bon et le mauvais copilote? Ben pour moi, le bon copilote, quand il y a un piège, c'est celui qui va se récupérer le plus vite. Des conneries, on en fait tous. D'accord. Le tout, c'est de te récupérer le plus rapidement possible. D'accord. J'ai vu qu'il y a des super boutons partout. Il y en a partout. J'ai envie de jouer avec tout, moi. Il y en a partout. C'est incroyable. Si de l'extérieur on a l'impression que c'est violent, à l'intérieur c'est la guerre et il faut essayer de s'accrocher à son papier
essayez de lire les notes à Stéphane, ça s'enchaîne très très vite, il faut garder son calme. C'est un exercice très très dur. Et là, on n'a fait que 6 km. Il faut imaginer qu'en moyenne, une spéciale fait entre 450 voire 700 km pour certaines étapes. Oh, t'as fait ta petite liste de questions? Non mais attends. Ça rigole pas. Bon, Stéphane Péterinté, on ne te présente pas. Hein, mais en revanche, il y a quelque chose que peut-être les gens ne savent pas, c'est qu'en 1979, Tu vas me la ressortir celle-là. à 14 ans, qu'est-ce que tu faisais? Ben, en fait, il y a eu une drôle de folie qui est arrivée des États-Unis. C'était le skateboard fin des années 70. Et tout le monde faisait du skateboard dans la rue. Avec des copains, avec mes cousins, on a commencé à s'entraîner à faire du skateboard. Pas jour et nuit, mais souvent, tout le temps en sortant de l'école. Et j'étais champion de France de skateboard quand j'avais 14 ans, effectivement. Donc en slalom, à l'époque, il y avait des épreuves de vitesse, il y avait des épreuves de figure libre. Ça a été... je pense, l'occasion de voir que quand je faisais de la compétition, je lâchais pas le morceau. Est-ce que tu penses que ta victorieuse carrière en skateboard a joué un rôle dans ta carrière de rallye raid? Alors rallye raid, non, mais parce qu'après, juste après le skateboard, j'ai commencé à faire de la moto. Donc si on peut faire des parallèles, il y a quand même, c'est des sports où on a besoin d'équilibre, hein. Le skateboard, équilibre forcément, mais aussi en moto, on a besoin d'équilibre. Et puis, je ne peux même pas dire que j'ai appliqué la même méthode, mais ça a été... tout simplement naturel pour moi quand j'ai commencé à faire de la moto, de m'entraîner, d'essayer de devenir le meilleur, de trouver des solutions. Peut-être aussi d'avoir une bonne analyse parce que chez certaines personnes, on n'a pas besoin d'avoir un coach qui nous dit fais ci, fais ça. On sent l'équilibre, on sent les mouvements qu'il faut faire naturellement, comme tous les gamins qui commencent à faire du ski, ils ont un bon équilibre. Et ben là ça a été la même chose. Le skate, j'étais plutôt doué et quand je suis passé à la moto, c'était plutôt facile pour moi aussi. Et après, la voiture est arrivée seulement après. Dans l'équipe Peugeot, il y a un profil qui ressemble un peu au tien quand même, c'est celui de Cyril. Qu'est-ce que l'expérience solo à moto t'a apporté et peut apporter quand on est dans un cockpit de voiture et quand on passe en voiture? Alors tout d'abord, les motards, on a une espèce d'esprit de survie, c'est-à-dire que dès qu'on fait une erreur de pilotage en moto, on le paye cash. Donc après, quand on passe en voiture, on fait beaucoup plus attention. C'est-à-dire que les pilotes de moto qui sont en voiture n'ont pas beaucoup d'accidents, ils ne font pas souvent des tonneaux. Et on garde une marge de sécurité qui est plus importante. Et sur une course comme le Dakar, où on roule sur des pistes sans les avoir reconnues à l'avance, avec des pièges qui des fois nous sautent aux yeux au dernier moment, cette petite marge de sécurité qu'on a acquis avec la moto, elle nous sert parfaitement en voiture pour faire moins d'erreurs que les autres. Quel est ton meilleur souvenir du Dakar? Meilleur souvenir du Dakar, c'est assez simple. C'est ma première victoire en moto. Tu devais pas être né, je pense. C'était en 91. Ouais, j'étais né déjà. T'étais né, d'accord. En fait, c'était vraiment une course qui me faisait rêver. Je regardais ça à la télévision, des paysages magnifiques, l'Afrique, des motos qui traversaient les dunes à fond les ballons. À cette période, moi, je faisais des courses d'enduro. J'étais champion de France d'enduro déjà. Et quand je voyais ces courses à la télévision, je me disais, il faut que tu fasses le Dakar, il faut que tu fasses le Dakar. Et j'ai eu la chance que Yamaha me propose de faire le Dakar directement en tant que pilote officiel. Et 4 ans après, je gagnais mon premier Dakar. Donc c'est passé du rêve d'y participer au rêve d'y gagner jusqu'à la première victoire, 91. Donc ça, c'est mon meilleur souvenir. Et du coup, au contraire, ton pire souvenir, quelque chose qui te... Ouais, le pire souvenir, il est juste l'année d'après. 92, c'est une course, c'est le Dakar toujours. On part de Paris, on finit Cap Town, donc Afrique du Sud. C'était un Dakar un peu particulier, on n'arrêtait pas à Dakar. Et en fait, un de mes meilleurs amis se tue devant moi en moto, tout simplement. C'est Gilles Lallet. Il avait gagné le Dakar aussi et il se tue juste devant moi. Et là, je me dis, c'est nul en fait. Pourquoi on fait ces courses? Pourquoi on cherche à vouloir s'imposer face aux autres? La vie est bien plus belle que la compétition, que le sport en général. C'est nul, arrête tes conneries. Donc cette course-là, j'étais en tête de cette course-là, du Dakar 92. Donc je la termine, mais dans la douleur. On passe la ligne d'arrivée. On sabre même pas le champagne parce que c'est une mauvaise sensation. Et puis voilà, je me dis c'est bon, il faut arrêter ces courses-là, c'est terminé. Donc, ça, c'est vraiment un très 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 mauvais souvenir. Mais bon, les mois ont passé et la passion a été plus forte que l'envie d'arrêter. La moto, ça a envie de remonter dessus?
La moto, j'en fais quand même régulièrement parce que c'est vraiment la passion de base et ça reste, même si je suis passionné de sport mécanique en général, j'ai toujours suivi la Formule 1, le WRC encore plus que la Formule 1. J'aime vraiment tous les sports mécaniques, mais la moto reste ma passion première. Et puis j'ai un petit musée où j'ai plein de motos avec des palmarès, les victorieuses au Dakar, les titres de champion du monde d'enduro que j'ai eu. J'ai une dizaine ou une douzaine de motos à la maison qui sont des motos souvenirs. Tu donnes des cours d'enduro à Sébastien Loeb? Et pas encore eu l'occasion, hein. Cyril a fait une semaine avec lui la semaine dernière au Maroc, ils ont roulé ensemble dans les dunes, donc je pense que Cyril lui a donné quand même quelques conseils, mais c'est bien possible qu'on roule un coup en enduro ensemble, parce qu'il est vraiment passionné aussi de deux roues, il roule pas mal en enduro, pas forcément au Maroc, mais un peu partout en France, donc on va sûrement avoir l'occasion de rouler ensemble. Et donc du coup tu as fait une roue motrice, tu as fait 4 roues motrices. Je suis revenu à 2 roues motrices. 2 roues motrices. C'est quoi on en a parlé un peu tout à l'heure pendant qu'on roulait, mais c'est quoi la grande difficulté de 2 roues motrices? Alors en fait le 2 roues motrices forcément sur les terrains glissants comme aujourd'hui c'est un peu délicat, mais 2 roues motrices mais propulsion. Donc on glisse, on fait des travers. Et si on veut être très rapide, il faut toujours être en légère dérive, mais jamais trop prononcé. Parce que si on fait une trop grosse dérive, c'est comme avec un karting. Si tu glisses trop, tu es scotché au sol, tu n'avances plus. Donc en fait, c'est ça qui est très plaisant, c'est toujours trouver cette légère dérive, la contrôler. En fait, pour moi, il faut être assez fin, presque plus fin pour conduire un buggy, enfin 2 roues motrices vite, qu'une 4 roues motrices où c'est pas grave. Si tu te loupes dans le virage, tu tournes et après quand tu ressors, il y a 4 roues qui vont te propulser vers l'avant. Là, avec un 2 roues motrices, il faut être plus fin, il ne faut pas trop en faire, il faut juste être à la limite de la dérive et ça c'est assez passionnant et ça me donne en tout cas beaucoup plus de sensations de conduire la 2008 que toutes les autres voitures que j'ai conduites avant. Peter Hansel et Gretel, je l'ai fait souvent. Ou Hansel, non, il y en a d'autres, c'est quoi Peter Hansel, enfin sur la scène de la moto forcément, Gretel, ouais, Peter Pan, enfin bon, il y a quelques trucs comme ça qui ressortent régulièrement, mais bon, ça va. Et c'est qui du coup le plus fort dans toute l'équipe de Peugeot entre... Ça dépend de quoi tu parles. Je sais pas. Si on va en WRC, dans l'ordre, ça va être Seb, Carlos. Si on va au Dakar, ça va être Peter Hansel, Després après au nombre de victoires et Carlos Sainz après. Et puis, mais bon, on a des élèves qui apprennent très vite, notamment en parlant de Seb. Hein, il est hyper motivé. En plus, il apprend super vite. Il est bien encadré par le team Peugeot. Je crois qu'il a autour de lui, que ce soit son copilote qui est aidé par les copilotes du team, que Seb, à chaque fois qu'il nous pose une question, avec plaisir on fait partager, parce que l'avenir du Dakar chez Peugeot, c'est ni Peter Hansel ou ni Carlos Sainz. Moi j'ai 50 ans, Carlos Sainz a 52 ans. C'est plutôt avec des gars comme Cyril Després, Sébastien, qui ont une dizaine d'années de moins que nous. Et donc il faut qu'on les aide aussi à gagner dans cette discipline-là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année? Le plus important pour nous, 2016, c'était de gagner le Dakar. Nous, c'est un peu comme un coureur cycliste. La course la plus importante, c'est le Tour de France. Même si on est français, même vu du monde entier, la plus populaire des courses cyclistes, c'est le Tour de France. Le plus populaire des rallye raids, c'est le Dakar. Donc quand le 15 janvier, tu as gagné le Dakar, tu as fait ta saison. On va faire d'autres courses, puis surtout un programme de développement. Même si la voiture, elle marche déjà très fort, on a pas mal de petites idées pour la faire encore progresser. Donc on a, je crois, 6 ou 7 séances de tests de développement prévues pour la 2008 Dakar. On a mis 8 jours. Je vais travailler moi. Et là, ça va beaucoup plus vite que quand tu es tout seul comme un con sur le bord de l'autoroute. On a mis 5 minutes alors qu'en course ils mettent entre l'arrêt et le départ 2 minutes 30. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir en avant-première la nouvelle Peugeot 308 pour une manche du championnat.